Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur les lectures qui m'ont fait aimer les littératures de l'imaginaire. Je vais vous présenter 6 textes ou 6 sagas de romans que j'ai découverts au début de l'adolescence et qui pour certains vous diront sans doute quelque chose. Peut-être qu'ils ont mal vieilli, peut-être que ce n'est plus ce que c'était, peut-être qu'il y a des choses un peu problématiques dedans dont je me souviens plus puisque je ne les ai pas relus depuis, mais en tout cas ce sont des romans qui m'ont énormément plu à l'époque et je les ai tous dévorés. Pour commencer, je vais parler d'un auteur qui est vraiment le premier auteur dont j'ai recherché les autres textes une fois que j'ai lu mon premier de lui, et il s'agit de Serge Brussolo. Je vais donc vous parler de Peggy Sue et les fantômes, aux éditions Plomb. Il s'avère qu'il y a énormément de tomes, et que, comme souvent, je n'ai pas terminé la saga du tout. J'en ai lu un certain nombre, mais les années ont passé, et à un moment donné, je n'étais plus dedans, j'étais dans d'autres choses, et je n'ai pas terminé. De toute façon, quand il y en a 10, 15, je sais plus combien il y en avait, mais je crois qu'il y en avait plus que 10 déjà. Et dans ces cas-là, souvent, c'est que ça dérive et que ça perd peut-être un peu en qualité, ça dépend les textes, je suppose. Je sais pas si j'ai beaucoup lu de sagas qui font plus de 10 tomes et qui sont excellentes de bout en bout. Pour Peggy Sue et les fantômes, je suis incapable de vous le dire. Je pense que j'ai dû en lire 6, grand max. Le premier tome des aventures de Peggy Sue, lycéenne et détective des mondes magiques. Depuis qu'un soleil bleu est apparu au-dessus de la ville, les choses vont mal. Les mauvais élèves sont devenus plus savants que les professeurs, les chiens jouent aux échecs, les chats lisent dans les pensées. Quant aux chaussures, elles parcourent les rues avec la ferme intention de botter les fesses de leurs anciens propriétaires. Peggy Sue, la collégienne aux lunettes magiques, sent la catastrophe imminente. Elle est la seule à savoir que des êtres invisibles traversent les murs pour accabler les pauvres hommes de farces souvent mortelles. À cause de ces fantômes, le chaos s'installe, un chien errant gouverne désormais la cité. Les animaux ont décidé de se venger des humains. Le piège se referme, Peggy Sue parviendra-t-elle à triompher? Comme souvent, je ne me souviens pas du tout de ce que raconte ce résumé, donc là ce que je vous ai lu, ça me parle à peine. Je me souviens d'un truc, c'est que au tout début, elle est dans sa salle de classe et que je crois elle se fait attaquer par un fantôme. Et comme elle les voit, je crois qu'elle doit lutter contre lui sans que personne ne se rende compte de ce qui se passe, bien sûr. Et du coup, peut-être qu'elle se ridiculise parce que elle fait tomber sa chaise ou je sais pas trop, mais elle arrive au final à se défaire de son emprise. Je sais plus du tout ce qui se passe donc dans Peggy Sue et les fantômes. J'ai juste adoré le surnaturel que je découvrais un petit peu, même si j'avais probablement lu par-ci par-là des folios juniors dans lesquels il y avait du surnaturel, de la magie, etc. D'ailleurs, ça fait probablement partie des vrais premiers romans que j'ai lus, mais là je ne saurais même pas vous dire lesquels. Je pense qu'il doit y avoir l'Esprit du tigre dans le tas, mais c'est un parmi des dizaines et des dizaines, je saurais pas combien j'en ai lu avant ça. En tout cas, vraiment, Serge Brussolo, ça a été le moment où j'ai dit je veux plus de Serge Brussolo et je veux plus de romans comme ça, quoi. Je vais pas plus vous en parler de Peggy Sue et les fantômes parce que je ne sais même pas quoi vous dire. Je me souviens juste que dans le deuxième, il y a une histoire de jungle avec peut-être des plantes un peu vivantes, carnivores ou quoi. Je me souviens plus trop. Elle s'aventure dans un monde encore différent, il me semble, et ça part vraiment très loin. Il y a plein de choses qui se passent, beaucoup d'actions. Donc je vais m'arrêter là sur cette saga. La deuxième saga dont je vais vous parler, c'est une saga également de Serge Brussolo, et c'est une saga qui m'a laissé plus de souvenirs parce que j'avais adoré le concept. C'est Sigrid et les mondes perdus, aux éditions Le Livre de Poche. C'est pareil, en fait, je me souviens que ça part loin, c'est-à-dire que je crois que j'ai lu 4 tomes, peut-être même que c'est les 4 seuls qu'il y a, ou alors il y en a 5, je sais plus exactement, mais il y en a encore plusieurs, et il y a moyen que je les ai quasiment tous lus. Et je me souviens que dans le 4e, je me souviens de cette couverture, en fait, où elle est dans une arène et il y a un tigre ou un truc comme ça, ou une espèce de tigre à dents de sabre, ou je sais plus ce que c'est. Donc on part vraiment dans un délire complètement différent du premier tome, mais le premier tome c'est celui qui m'a vraiment fait flasher. Il s'agit en fait de l'histoire d'un sous-marin, donc dans lequel il y a des survivants, on va dire. On leur dit tous que s'ils touchent l'eau qu'il y a donc autour de ce sous-marin, ils vont se transformer en poissons. Et en plus de ça, ils vont même oublier qui ils sont et ils vont cesser d'exister en tant qu'humains, quoi. Et donc ils sont tous dans ce sous-marin, ils ont tous leurs petites tâches, leurs petits métiers, leurs petits jobs et tout. Et ils doivent se soumettre à l'autorité du sous-marin. C'est un petit peu la petite bulle, justement. C'est un peu la ville sous-marine qui se déplace en continu. Et je crois qu'il n'y a personne autour d'eux, il n'y a ni terre, ni survivants, il y a juste eux. Et j'avais adoré l'idée de si tu touches l'eau, tu te transformes en poisson, tu peux pas toucher l'eau. Et je crois qu'ils avaient quelques expéditions sous-marines où en fait ils devaient sortir avec une espèce de combinaison pour se protéger justement de cette transformation. Et je me souviens qu'elles se déplaçaient dans les coursives avec des missions à effectuer. Je me souviens de ces moments où ils verrouillaient le sas pour pouvoir mettre leur combinaison et sortir. Et il faisait très attention à pas se faire toucher par l'eau. L'idée en elle-même, j'avais vraiment adoré. Et au final, j'ai beaucoup aimé également la façon dont ça s'est déroulé dans le roman, même si encore une fois, mon souvenir est très très vague. Je vais vous lire le résumé, ce sera peut-être un peu plus simple. Prisonniers d'un sous-marin gigantesque, 3 adolescents dérivent depuis 10 années dans les profondeurs maléfiques d'un océan empoisonné. On les a prévenus, s'ils tombent à l'eau, ils se transformeront immédiatement en poissons, car les flots d'Almoa
possède des pouvoirs magiques qui défient l'imagination. À l'intérieur du submersible courent les légendes les plus folles, mais où est la vérité ? Quel secret fabuleux recèle les grands fonds. Au niveau de l'idée, je me souviens que ça m'avait beaucoup plus fait flasher que Peggy Sue et les fantômes, parce que Peggy Sue et les fantômes c'était un pur hasard que je tombe là-dessus. Je pense que ma mère a dû me l'acheter et me dire tiens regarde ça doit être sympa pour toi. Et le premier tome s'appelle Le jour du chien bleu, et ça a pas forcément trop la classe au départ, à part que la fille peut voir des fantômes à la limite. Mais sinon c'était un peu flou, et au final j'avais adoré. Mais Sigrid et le monde perdu, j'avais vraiment accroché, et j'ai pas été déçue, en tout cas du premier tome, et franchement je me souviens que j'avais adoré les autres aussi. Mais je sais que j'ai vu quelques avis négatif encore une fois. C'est un peu comme Avalon High dont je parle dans ma précédente vidéo. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui lisent en espérant aimer et qui se rendent compte que c'est trop bébête ou que c'est trop jeune ou que c'est trop cliché, etc. Moi en tout cas, en tant que jeune fille de, je sais pas, peut-être 13-14 ans, peut-être moins, je sais plus, j'avais adoré ça. Donc je pense le recommander, je sais pas si ça a vieilli, je sais pas si c'est considéré comme plus très adapté à notre époque, mais en tout cas, j'en ai un excellent souvenir. Ensuite, j'ai lu ce que probablement vous connaissez tous, La quête des Willan et les mondes des Willan de Pierre Bottero aux éditions Rajo. La quête des Willan est donc une première trilogie et les mondes des Willan, si je ne me trompe pas, c'est la suite, donc une seconde trilogie. Donc il y a bien 6 tomes et il y a aussi des petits spin-offs sur certains personnages. En tout cas, un personnage, je pense que vous la connaissez, elle s'appelle Elana. J'ai toujours dit Eyana parce que je faisais de l'espagnol à l'époque et du coup le double L, je voulais le dire Eyana. Et il y a également quelques tomes là-dessus, et à l'époque où j'ai voulu les lire, j'ai appris le décès de Pierre Bottero, et j'ai cru que cette série n'avait jamais été terminée, mais en fait je crois qu'elle l'a été, et c'est une autre série qui n'a pas été terminée. Mais voilà, malheureusement je crois qu'il est décédé en plein milieu d'une œuvre. La quête des Willan et les mondes des Willan. Là je suis certaine à 100% que La quête des Willan et les mondes des Willan, je les ai lus au CDI, puisque je les ai empruntés, je me souviens très bien, qu'ils étaient pas fous, ils avaient bien vu le succès que ça avait eu, et ils avaient donc acheté ces 2 trilogies pour le CDI, donc on pouvait les emprunter, c'était super, et j'ai emprunté les 2 trilogies au fur et à mesure, j'ai tout lu, tout avalé. Je me souviens d'une idée géniale que j'avais beaucoup aimée sur une histoire de dessin et de matérialisation d'objets, etc. et d'un autre monde aussi. Je m'en souviens plus du tout, donc je vais vous lire le résumé quand même. D'un monde à l'autre, c'est le tome 1 de La quête des Willan. La vie de Camille, adolescente surdouée, bascule quand elle pénètre accidentellement dans l'univers de Gwenda Lavir avec son ami Salim. Là, des créatures, les Tzlich, la reconnaissent sous le nom d'Ewillan et tentent de la tuer. Originaire de ce monde, elle est l'unique héritière d'un don prodigieux, le dessin, avec un D majuscule, qui peut s'avérer une arme fatale dans la lutte de son peuple pour reconquérir pouvoir, liberté et dignité. Épaulée par le maître d'armes de l'empereur et un vieil érudit, Camille apprend à maîtriser son pouvoir. Je crois que c'est le fameux classique de tu dessines un truc et il prend vie, mais je peux me tromper. Il me semble que c'est ça, et je me souviens du fait que Willan, je sais pas si c'est une Marisu, mais elle est quand même assez puissante. Je me souviens qu'à un moment donné, ils essayent d'analyser son schéma d'aura ou je ne sais quoi, il y a une espèce de schéma avec des branches où en fait ils voient où est-ce qu'elle est située au niveau de ce schéma et est-ce qu'elle est très forte dans tel domaine et dans tel autre, et en fait elle est... elle explose tout en fait au niveau des statistiques. De toute façon, dès le début, il me semble que en tant que Camille dans le monde réel, elle est très très forte en maths, je crois. Je me souviens, ça m'a vraiment marqué, c'est marrant parce que c'est pas le genre de truc qui me marque systématiquement le tout début d'un roman. Et au final, ça m'avait marqué, je crois. Elle traverse la rue avec son pote et elle est là en train de parler mathématiques et elle te calcule les trucs de tête, il me semble. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, déjà dès le début, c'est un peu un petit génie, il me semble. Et puis après, quand elle se retrouve dans cet autre monde, il s'avère que elle est pas juste une bosse des maths, elle est aussi douée pour produire des trucs avec le dessin. Et du coup, c'est un peu Harry Potter, quoi, l'élu, je sais pas quoi. Enfin, c'est peut-être encore un cliché d'élu, c'est possible. Je ne me souviens plus, mais voilà, elle s'appelle Willan et visiblement, on la connaît, elle a un destin. Et voilà. Mais l'élu... j'ai rien contre ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre, c'est vrai que moi j'ai pas énormément lu de textes sur les élus, donc ça me dérange pas d'en relire. J'ai l'impression que j'ai plus lu de clichés sur des romances Enemies to Lovers ou ce genre de trucs, ou dans les mangas, les romances de shoujo, que cette histoire d'élus. Ensuite je vais parler d'une autre saga qui est extrêmement connue et qui s'appelle Tara Duncan, de Sophie Audouin Mamikonian, aux éditions du Seuil. Tara Duncan, là pour le coup, je pense que c'est une belle Marisu, bien comme on n'en fait plus. Je me souviens que j'avais même trouvé des similitudes entre ma propre héroïne de ma trilogie que j'ai écrite à 13 ans et qui est donc une méga Marisu. Il n'y a pas pire comme Marisu. Le genre ultra puissante qui tout d'un coup se met à s'élever dans les airs avec sa puissance magique et puis qui a les yeux qui se teintent d'une certaine couleur et puis qui s'énerve et c'est le courroux divin et vous voyez ce que je veux dire. Et bien là c'était ça en fait. Donc Tara Duncan,
J'en ai un excellent souvenir, encore une fois. Je crois qu'elle a un nom à rallonge parce qu'elle est issue de la noblesse ou je sais pas quoi. Je sais plus si elle découvre l'autre monde au début du roman ou si elle sait déjà qu'il existe. Donc le premier tome s'appelle Les Sorceliers et je vais vous lire le résumé. La mère de Tara Duncan a été enlevée. Tara et Manitou, son grand-père transformé en labrador, partent sur Autre-Monde affronter dragons, vampires et sangraves. Mais bientôt, le trop puissant pouvoir de Tara fait des envieux et elle devient la cible de complots dont seul son sens de l'humour et son courage pourront la sauver. Elle devra parvenir à délivrer sa mère, découvrir qui veut l'assassiner et pourquoi. Je saurais pas dire précisément ce que j'ai adoré parce que je me souviens que tout l'univers m'avait plu en fait, parce que très vite elle se fait des amis. C'est tous des personnages dotés de pouvoir, il y a le fameux voleur, il y a l'espèce de loup-garou, ils ont tous leur petite personnalité, ils sont tous sympathiques. Moi qui ai toujours été un peu solitaire, je me souviens que j'adorais cette bande de potes et que j'avais peur de terminer le roman, vraiment. Je pense que ça fait partie d'une des premières sagas que j'ai lues où j'avais peur de lire le roman parce que je voulais continuer à lire indéfiniment quoi. Elle arrive dans ce monde, elle est particulièrement puissante au point qu'elle perd le contrôle et que voilà, elle est très très forte. Et puis en fait, elle rencontre le fameux familier que chacun a. Donc en fait, très vite, elle va se retrouver accompagnée d'une créature. Je veux pas dire quelle créature parce que si vous voulez lire, ça vous spoilera pas comme ça. Mais voilà, ils ont tous leurs petits familiers. C'est des bestioles assez amusantes qui font partie des personnages également. Voilà, c'est très jeunesse, évidemment. Il y a le fameux méchant suprême qui apparaît à tous les tomes. Et il y a des créatures dans ce monde qui sont très très détaillées. Je me souviens qu'il y avait un gros glossaire à la fin du roman avec tous les mots qui ont été inventés. Comme là, vous voyez, vampire, ça s'écrit YRS. Et sangrave, SANGRAVES. J'ai jamais entendu parler de sangrave en dehors de ça. Et vraiment, elle a inventé tout un glossaire de créatures, tout un bestiaire, quoi. C'est très humoristique, il y a de l'humour partout, en fait, vraiment, il y a que de ça. Je me souviens de fois où j'éclatais de rire devant des dialogues tout bêtes, vraiment. C'était vraiment parfait. Mais, encore une fois, il y a eu des tomes et des tomes et des tomes, et les années ont passé, je me suis mise à lire autre chose, et je n'ai pas continué à lire, donc j'ai peut-être lu 4, 5, 6 livres. Je crois que j'en étais au 6e ou au 7e. En fait, à la même période où je voyais Peggy Sue et les fantômes, tome 6, sorti dans une librairie, il me semble que j'avais du Tara Duncan aussi qui me faisait de l'œil. Mais j'étais tellement loin dans la lecture des précédents tomes. Moi, j'ai vraiment besoin que ce soit frais dans ma mémoire. Et j'aime pas non plus relire les tomes précédents, donc malheureusement, je n'arrivais pas à me relancer là-dedans. En plus de ça, je trouvais que ça faisait trop de tomes. Peggy Sue et les fantômes, c'est vraiment la première série que j'ai lue qui a fait énormément de tomes. Et j'ai très vite trouvé que c'était trop. Parce que même si j'ai adoré ça, pour moi, ça n'avait pas de sens de faire autant de livres. Vous me direz, hein, Harry Potter, c'est pareil, il y a beaucoup de livres aussi, mais pour moi, une histoire, 4-5 tomes, c'est pas mal. Et après, je pense qu'au bout d'un moment, on n'est plus là pour la raison pour laquelle on était au tout début. C'est-à-dire que si vous avez 10 tomes, vous pouvez pas avoir des atmosphères similaires dans le 7e tome que dans le premier tome. Donc si vous avez adoré le premier tome et que vous lisez la suite parce que vous avez adoré le premier, bah de toute façon, vous aurez quelque chose de différent dans le 7e. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, si vous êtes là pour une atmosphère, pour des personnages, pour une aventure, et que vous êtes encore là dans 7 tomes, vous êtes là pour autre chose. Et c'est pas plus mal, hein. Ça se trouve, c'est bien fichu, c'est justifié. Comme par exemple dans Harry Potter, ça devient de plus en plus sombre et de plus en plus sérieux et de plus en plus adulte, mature. Donc pourquoi pas, effectivement, l'autrice s'est aussi adaptée à la croissance de ses lecteurs, on va dire. Mais voilà, pour moi, en tant qu'autrice en tout cas, j'aime pas envie d'écrire 7 tomes ou 10 tomes parce que si j'ai écrit un univers et des personnages et que vous aimez ça, bah je vais m'arrêter une fois que j'en ai fini avec cet univers et ces personnages et je vais passer à autre chose si je veux traiter justement d'autres sujets et d'autres univers et que je vais dériver sur quelque chose de différent avec une autre ambiance. Je vais également vous parler de Molly Moon et cette fois je peux vous montrer le premier tome en question. Tada! Molly Moon de Georgia Bing, et ici c'est aux éditions Livre de Poche. Il s'agit donc de l'histoire d'une jeune fille qui peut hypnotiser les gens. Molly Moon a grandi en Angleterre dans le triste orphelinat que dirige l'abominable Miss Adderstone. Sa vie est un cauchemar jusqu'au jour où elle découvre ses dons exceptionnels d'hypnotiseuse, grâce à un mystérieux manuel. Après avoir envoûté la directrice et obtenu d'être traitée comme une reine, Molly Moon s'embarque pour les États-Unis. Elle est décidée à réaliser son rêve, devenir star à Broadway. Mais ses pouvoirs magiques font des envieux. C'était super fun, très très drôle. Je me souviens que ça avait énormément d'humour et que elle découvre ce bouquin, elle se rend compte qu'elle arrive à hypnotiser le petit chien qui se trouve ici. Elle s'entraîne dessus, donc c'est assez rigolo parce qu'il est tout le temps shooté le chien. Et plus elle s'entraîne, et plus le chien est accessible en termes d'hypnose. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus malléable en fait. Plus elle il me semble, je vais peut-être raconter n'importe quoi, mais dans mes souvenirs, il me semble que plus elle hypnotise, et plus il est facile à hypnotiser, vous voyez. Et après, je crois qu'elle fait donc ses essais sur les humains, et du coup, bah,
comme vous l'avez vu, elle va soumettre des adultes et faire un peu sa petite vie d'adolescente au milieu des adultes et hypnotiser tout le monde. Et ça paraît un peu facile comme ça, mais en fait c'est, je sais pas, c'est super fun. Elle se met à développer ses pouvoirs et elle va à chaque fois un peu plus loin. Et j'en ai un super souvenir, mais encore une fois, je sais plus combien il y a de tomes. Il y en a un certain nombre et je les ai pas tous lus à mon avis. De toute façon, il suffit que vous lisiez les titres des tomes suivants pour vous spoiler entre guillemets un petit peu l'évolution de ses pouvoirs et l'étendue jusqu'où elle va aller en fait. Elle va plus loin que ça, donc elle fait pas que l'hypnose. Après ça, elle va développer des pouvoirs plus complexe, théoriquement lié à l'hypnose, mais c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas grave, c'est expliqué dans le roman. Et elle va trouver des petits adversaires à sa taille, et ça va être très fun. J'ai regretté à l'époque de pas tous les avoir, parce que j'en ai lu quelques-uns, et puis bah j'avais pas les autres, je pense qu'ils étaient déjà sortis, mais au final, je ne les ai pas terminés. En tout cas, voilà, ça fait partie de ces romans qui m'ont fait découvrir le surnaturel et que j'ai adoré. Et je vais terminer par Lion Boy de Zizou Corder chez Albin Michel. Il faut savoir que Zizou Corder, c'est un pseudonyme qui regroupe une mère et sa fille. Lion Boy a été écrit par une mère écrivain, Louisa Young, et par sa fille de 10 ans, Isabelle, qui ont pris le pseudonyme de Zizou Corder. L'action se situe dans un 21e siècle fantaisiste, mélange de modernité et de passéisme, où, pour cause de pollution, voitures et avions ont été interdits. Le héros Charlie, un jeune métis, vit à Londres avec son père, le Ghanéen Aneba Ashanti, spécialiste des sciences tropicales, et sa mère Magdalena Start, une chercheuse de renom, qui travaillent ensemble à une cure contre l'asthme. Charlie possède un talent exceptionnel puisque, griffé par un bébé jaguar dans son enfance, il est capable de parler le langage des félins. Aussi, lorsque Charlie découvre que ses parents ont été enlevés, il fait appel à ses amis les chats pour retrouver leurs traces. Par les félins, il apprend que ses parents sont détenus à Paris et il s'embarque sur le premier bateau en partance pour la France. Ce bateau, le Circé, est un cirque flottant où se produisent d'extraordinaires artistes et animaux savants. Charlie va devenir l'assistant du dompteur et s'allier avec les lions pour retrouver ses parents. J'avais lu un autre résumé récemment, peut-être moins complet mais qui me disait rien du tout, alors que là ça me dit vraiment quelque chose. Et je sais pas si c'est spoilant, je pense pas que ce le soit, parce que c'est vraiment le point de départ. Hein. Je me souviens que très très vite, il se rend compte que ses parents ont été enlevés et il s'en va, il part, il prend le bateau. Voilà. Et effectivement, il va se retrouver dans un cirque flottant. Je me souvenais pas que c'était un cirque flottant, je me souvenais que c'était un cirque et qu'il allait donc être au contact de grands félins, bien sûr. Mais avant ça, je me souvenais qu'au port, il y avait ce petit chat et qu'il demandait son chemin au chat et c'était assez rigolo. Moi, j'adore de toute façon tout ce qui est langue. Déjà, quand j'étais petite, j'adorais les langues vivantes de manière générale. J'adorais apprendre l'anglais et le pratiquer. Alors autant dire que pratiquer la langue des chats, c'est un truc qui m'aurait vraiment fait envie. J'ai adoré le concept et je me souviens avoir aussi beaucoup aimé le roman. Maintenant, je sais aussi qu'il y a quelques temps, j'ai regardé les avis et ils sont très mitigés, la note est pas top top sur internet. Donc peut-être que si je le relisais, probablement que si je le relisais, il me plairait pas autant, que je le trouverais peut-être, je sais pas, vide ou trop cliché ou trop ci, trop ça. Comme d'hab, encore une fois, ce sont des romans jeunesse et des romans qui datent. Donc peut-être qu'ils ont mal vieilli ou peut-être tout simplement que les gens qui les ont lus sont trop adultes et ne voit pas les choses avec ce fameux regard émerveillé du jeune ado qui découvre tout ça pour la première fois. Voilà donc une autre saga qui m'a fait découvrir le fantastique, qui m'a fait découvrir que j'adorais les littératures de l'imaginaire. Je suis certaine que j'en ai oublié. Là j'ai essayé de citer un peu les trucs qui me reviennent vraiment à l'esprit, les grosses sagas et bien sûr des choses dont vous avez potentiellement déjà entendu parler. Mais je pourrais sûrement en rajouter plein là-dedans, mais on va s'arrêter là. Je trouve que c'est déjà un bon début. De toute façon, je vous ai parlé déjà de quelques petits romans fantastiques que j'ai lus dans mon adolescence, dans d'autres vidéos, donc si vous voulez compléter, vous pouvez tout à fait aller y jeter un coup d'œil. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi si vous connaissez ces livres que je vous ai cités. Je suis certaine que vous connaissez La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, ce sont des romans dont on a énormément entendu parler, Tara Duncan également, et j'ai un petit peu entendu parler aussi de Serge Bossoul et Pierre Bottero globalement, parce que c'est vraiment des auteurs qui ont plu à la jeunesse. Maintenant, si vous avez d'autres romans qui vous ont beaucoup plu à cette époque et que je n'ai pas mentionné, je serais aussi curieuse de les connaître. Peut-être que certains ne me diront rien et que ce serait intéressant pour moi d'y jeter un coup d'œil par curiosité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner et je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.